Nous poursuivons notre discussion sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran qui se déroule en ce moment même. Comme vous le savez, j'ai prédit que les États-Unis allaient perdre cette guerre. Et lors du dernier cours, nous avons fait un aperçu de la position militaire et stratégique. Aujourd'hui, nous allons fournir un cadre théorique pour comprendre comment cette guerre va évoluer et pourquoi. Au final, je pense que les États-Unis perdront cette guerre. Aujourd'hui, je vous présente une idée très importante en théorie des jeux. Et une fois que vous comprenez cette idée, vous comprenez pourquoi les choses se dérouleront ainsi. Cela s'appelle la loi de l'asymétrie. La loi de l'asymétrie. Et tout ce que cela signifie, c'est que les États-Unis et l'Iran ne sont pas des pairs. Ils ne sont pas égaux. Les États-Unis sont bien plus puissants que l'Iran. Et nous devrions nous attendre à ce que les États-Unis submergent et détruisent l'Iran très facilement. Mais la loi de l'asymétrie affirme que ce n'est généralement pas le cas. C'est généralement le plus faible qui a l'avantage. Et on le constate tout le temps dans l'histoire. D'accord, donc lorsque les Perses, vers 490 avant Jésus-Christ, ont envahi la Grèce continentale contre Athènes et Sparte, la Perse était alors le premier empire mondial. Elle disposait de ressources infinies, d'une main-d'œuvre infinie, d'une richesse infinie. Et elle a perdu face aux Grecs non pas une mais deux fois. Et puis, les Macédoniens sous Alexandre le Grand, et ils étaient comme une armée tribale, pas une très grande armée. Ils ont réussi à pénétrer en Perse, qui à l'époque couvrait pratiquement toute l'Eurasie, et à la conquérir en environ 10 ans. Les Romains ont commencé comme un peuple tribal, puis ont bâti l'Empire méditerranéen. Ensuite, il y a les Aztèques, il y a aussi donc les Vikings. Donc, cela arrive très souvent. Dans l'histoire humaine, un peuple des confins, une tribu, une petite ethnie parvient à conquérir un grand empire. Et la loi de l'asymétrie nous explique pourquoi. D'accord? Je vais donc expliquer très lentement en détail comment fonctionne cette loi de l'asymétrie. Très bien. Regardons donc un empire. Et il y a 3 grands avantages à un empire. Très bien. Le premier, c'est la masse. Cela signifie simplement qu'ils ont beaucoup de monde, d'accord? Ils ont aussi une population répartie de façon homogène. Les États-Unis ont une population d'environ 350 millions de personnes. Mais souvenez-vous, les États-Unis peuvent aussi compter sur la population de leurs alliés, ce qui inclut les Five Eyes, la sphère anglo-saxonne et aussi l'Europe. Cela inclut également l'Asie de l'Est, la Corée du Sud, le Japon. En gros, partout où les Américains ont une base militaire. D'accord, donc la plupart du monde est soit allié, soit vassal des États-Unis. Donc les États-Unis peuvent en gros mobiliser des milliards et des milliards de personnes pour leur guerre. D'accord, donc c'est la masse. Le deuxième point, c'est l'idée d'organisation. L'organisation signifie simplement une hiérarchie d'intermédiaires et d'élites. Cela vous permet d'organiser vos ressources et vos populations afin de générer de la richesse, ce qui correspond en gros à la science et à la technologie, d'accord? La science et la technologie qui mènent à l'armement le plus avancé, d'accord? Alors, pensez aux États-Unis, à la façon dont ils mènent cette guerre. Ils disposent de ces satellites qui permettent un ciblage de précision. Ils ont ces avions, ces bombardiers B-2, ces F-15, qui sont les plus avancés. L'armement le plus sophistiqué de toute l'histoire de l'humanité. D'accord? Donc, l'organisation. Et la dernière grande force de l'Empire, c'est l'idée de la mort. La mort, c'est l'idée que, parce que votre peuple est infini, parce que votre organisation est si forte, parce que vos ressources sont si vastes, vous pouvez vous permettre de perdre beaucoup de guerres. D'accord? Ce n'est pas grave. Les États-Unis perdent cette guerre en Iran. S'ils veulent revenir, ils peuvent revenir avec encore plus de soldats, encore plus d'armement, parce que leur richesse est infinie. Voilà, ce sont donc les 3 grands avantages d'un empire. Et en théorie, grâce à ces avantages, un empire devrait être invincible et éternel.
Mais nous savons en fait que tous les empires tombent, et ils tombent très très violemment. Et honnêtement, ils ne durent pas très longtemps, peut-être 28 ans, peut-être 30 ans. Pour la plupart des empires, ce n'est pas très long. Donc nous devons mieux comprendre ce qui se passe. D'accord. Pourquoi est-ce qu'un empire avec de si vastes ressources tombe toujours en 20 ou 30 ans? D'accord. Très bien. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que tous ces avantages deviennent finalement des inconvénients sur le long terme. Très bien. Alors laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. En mathématiques, vous avez beaucoup de gens. Quand il y a beaucoup de gens, cela crée beaucoup d'inégalités. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition pour les ressources. Il y a trop de gens. Et cela conduit souvent à l'endettement et à l'esclavage. Et en conséquence, votre peuple devient complaisant, paresseux, indifférent. Ils sont en compétition les uns contre les autres. Ils n'aiment vraiment pas le gouvernement, d'accord? Donc ils ne sont pas vraiment motivés à faire quoi que ce soit, à travailler ou à faire la guerre, mais surtout à faire la guerre. Donc ce masque semble être un avantage au début, mais avec le temps, cela devient un inconvénient, n'est-ce pas? L'organisation implique une élite. Le problème avec cela, c'est qu'avec le temps, l'élite devient parasite. Pourquoi? Parce que la façon dont ils gagnent leur argent, c'est par la recherche de rente. La recherche de rente signifie simplement que vous avez du pouvoir et que vous cherchez à monétiser ce pouvoir en exploitant la masse. D'accord? Donc en gros, les propriétaires fonciers sont un exemple classique d'élite qui cherche la rente. Et donc, ils ne travaillent pas vraiment, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Parce qu'ils possèdent de la terre, parce qu'ils contrôlent toutes les ressources, parce qu'ils contrôlent tout le capital. Et cela force la masse à tomber dans l'esclavage, à s'endetter, ce qui est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. Le problème avec cela, c'est que tout le monde veut faire partie de l'élite et qu'avec le temps, il y a trop d'élites. D'accord, donc même si les élites ont beaucoup d'enfants, le pouvoir est un jeu à somme nulle, c'est une hiérarchie. Et donc cela mène à l'idée de la surproduction des élites. D'accord, la surproduction des élites. C'est un terme inventé par l'historien Peter Turchin. D'accord, et sa théorie est que cela engendre des troubles, des guerres. Par exemple, la Révolution française, par exemple, la République romaine primitive, parce qu'il y a trop d'élites et qu'elles déclenchent des guerres pour accumuler du pouvoir pour elles-mêmes. D'accord? Donc, cette organisation, cette élite, conduit en fait au factionnalisme ou à des luttes internes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Amérique où les démocrates et les républicains se détestent, refusent de s'entendre. Cela mène à la polarisation politique. D'accord? Donc, un autre dicton dit qu'un empire, avec le temps, devient replié sur lui-même. Il ne se soucie pas de ce qui se passe dans le reste du monde. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui se passe à Washington, D.C. Et en conséquence, ils commettent beaucoup d'erreurs stupides. Très bien, la dernière chose, c'est la mort. D'accord? Le problème avec la mort, c'est que s'il n'y a pas de conséquences à vos actions, vous devenez arrogant. Vous devenez paresseux et incompétent. D'accord? Parce que cela ne vous importe pas. Ça n'a vraiment aucune importance. Et cela mène à l'idée du bris. D'accord? L'hubris, c'est simplement l'aveuglement face à sa propre arrogance, une arrogance violente qui vous pousse à faire des erreurs stupides, mais vous ne reconnaissez pas vos erreurs et vous continuez à répéter les mêmes erreurs encore et encore. D'accord? Donc oui, il semble que l'Empire soit invincible, mais si vous y réfléchissez vraiment, l'Empire, ses avantages deviennent avec le temps ses inconvénients, ce qui mènera finalement à sa chute. La masse conduit à l'inégalité, l'organisation conduit à la surproduction, ce qui mène au factionnalisme, et la mort mène à l'hubris. C'est pourquoi un empire doit tomber avec le temps. Mais un empire ne peut pas tomber tout seul.
il lui faut un ennemi qui le force à s'effondrer. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'un ennemi va émerger et submerger l'Empire parce qu'il est capable de tirer parti des faiblesses de l'Empire. Alors, quelles sont les faiblesses de cet empire? Eh bien, la première grande faiblesse de cet empire, c'est que les gens ne sont pas vraiment motivés. Donc vous, en tant que peuple, êtes vraiment motivés. Vous avez un énorme avantage, d'accord? Nous appelons cela l'énergie. Maintenant, en tant qu'empire, vous devenez replié sur vous-même. Vous refusez d'admettre vos erreurs. Vous refusez d'apprendre des autres. Eh bien, si vous êtes prêt à admettre vos erreurs, si vous êtes prêt à apprendre, si vous êtes prêt à promouvoir les meilleurs et les plus brillants, si vous êtes prêt à être méritocratique, vous avez un énorme avantage, d'accord? Et donc, cette idée d'ouverture, la dernière idée est la suivante. Un empire, c'est fracturé. Donc, si vous êtes capable de maintenir la cohésion, si les gens sont capables de rester unis, s'ils peuvent avoir un but commun, ils seront forts, d'accord? Donc, si un ennemi de l'Empire émerge avec ces trois qualités, l'énergie, l'ouverture et la cohésion, cet ennemi vaincra l'Empire. Cela n'a pas de sens, d'accord? Donc, ce sur quoi je veux que vous vous concentriez en suivant l'actualité de cette guerre entre les États-Unis et l'Iran, c'est de vous poser une question. L'Iran deviendra-t-il une société énergique, ouverte et cohésive? Parce que si c'est le cas, il deviendra invincible. L'Empire ne changera pas à cause de l'arrogance. Il est trop statique, trop stagnant, trop bureaucratique. Donc l'Empire ne changera pas. L'Empire n'admettra pas ses propres erreurs. Et honnêtement, l'Iran, parce que c'est encore un pays de 92 millions d'habitants, souffre encore de problèmes d'organisation de masse et de mortalité. Et donc, si elle parvient à se transformer en une société énergique, ouverte et cohésive, alors elle triomphera de l'Amérique. C'est la question fondamentale dans cette guerre, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour l'Amérique, pour sa technologie. Ne vous inquiétez pas pour l'économie. Ne vous inquiétez pas pour ces choses-là, d'accord? Posez-vous simplement une question. L'Iran est-il en train de se transformer en tant que société? Les gens deviennent-ils beaucoup plus motivés? Les gens en Iran apprennent-ils de leurs erreurs? Innovent-ils et deviennent-ils résilients sur le champ de bataille? Les Iraniens restent-ils soudés en tant que peuple? D'accord? Parce que si la réponse est oui à ces trois questions, alors l'Iran gagnera et l'Amérique perdra. D'accord? Ça n'a pas de sens. Très bien. Donc, ce n'est qu'une théorie. Parlons maintenant spécifiquement de l'Amérique et de l'Iran. Donc, l'Amérique aura trois grands avantages dans cette guerre. Ces trois avantages sont bien sûr la technologie, la propagande et l'argent, la richesse. Ce sont les trois grandes forces de l'Empire américain, d'accord? La technologie, c'est simplement ce que vous voyez tous les jours, n'est-ce pas? Les satellites, ils sont capables de se positionner, de cibler ces avions qui sont les plus grandes